Bonjour à tous, bienvenue dans ce séminaire DiscourseNet Paris, un séminaire donc en français du réseau de l'association DiscourseNet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ruth Amossi, qui, je pense, n'a plus besoin de présentation, hein. Ruth va nous parler de ce sujet qu'elle a proposé aujourd'hui, le discours militant activiste, une modalité argumentative dans la sphère démocratique. Ruth, vous avez 45 minutes pour votre présentation et ensuite nous aurons 45 minutes pour la discussion avec le public qui est déjà connecté et je continue à faire entrer les collègues qui se connectent tout au long, voilà, comme c'est le cas maintenant. D'accord. Vous avez la parole et merci encore une fois d'être parmi les fidèles de ce séminaire. Merci beaucoup. Alors, juste une seconde. Voilà. Alors, tout d'abord, je vous remercie de cette invitation. Je suis très contente d'être parmi vous, surtout pour présenter un sujet sur lequel je dois dire je n'ai pas encore beaucoup travaillé. J'en suis tout au début. Et donc, ça me fait particulièrement plaisir de pouvoir en discuter avec vous. Alors, en fait, enfin, ce qui a attiré mon attention sur ce sujet, c'est la prolifération actuelle des discours citoyens au service des grandes causes. On a vu ça, des discours sur le climat, contre la réforme des retraites, je sais pas, le vaccin Covid-19, enfin, etc., etc. Et donc, du coup, j'ai voulu étudier une parole citoyenne, voilà, une parole citoyenne, c'est-à-dire portée par des citoyens qui veulent soutenir un objectif, défendre des valeurs pour obtenir un changement que, bien sûr, ils considèrent comme juste. Insistons dès le départ sur le fait que donc c'est une parole qui n'a pas au départ de légitimité institutionnelle, qui n'est pas issue d'une instance de pouvoir. Donc, je ne vais pas regarder ici les discours partisans, c'est-à-dire à l'aide desquels les politiciens essayent de l'emporter dans l'espace démocratique, donc qui est un discours institutionnel qui émane d'un parti, d'un gouvernement, et qui participe d'un jeu de positionnement dans le champ politique, donc dans le sens de Bourdieu, qui est régi par ses règles propres. Alors, on part évidemment du fait que dans les pays démocratiques, les démocraties délibératives, si vous voulez, qui mettent au cœur de leur système l'argumentation sous sa forme délibérative, et donc là, on s'interroge sur la façon dont les citoyens peuvent agir en démocratie. Et là-bas, chez nous, on trouve une parole citoyenne collective qui se veut intervention. Alors, je reprends aussi ce terme d'intervention de Pierre Rosanvallon, qui parle d'une démocratie d'intervention, qui est constituée de toutes les formes d'action collective pour obtenir un résultat désiré. Donc, c'est une citation de son ouvrage La contre-démocratie, la politique à l'âge de la défiance. Donc, il s'agit bien d'un discours de l'action collective une parole, comportement symbolique d'une collectivité qui agit en faveur d'une cause. Alors, j'insiste tout de suite sur le fait que ce discours citoyen, citoyen militant, c'est un discours démocratique. Mais je ne veux pas dire démocratique dans le sens où il défend des valeurs démocratiques, parce que ce n'est pas toujours le cas. Il est démocratique dans le sens où il est rendu possible par les principes sur lesquels se fonde la démocratie. Bon, alors c'est une problématique qui ne se limite pas au plan formel, il y a des enjeux, savoir au fond quels sont les modes d'intervention que peuvent se donner en démocratie des groupes, des organisations de citoyens, et aussi comment ces modes d'intervention affectent la démocratie délibérative. Voilà. Donc, si vous voulez, ce discours militant, comment se définit-il? Comment fonctionne-t-il? Et quelle fonction remplit-il?
Alors, je vais utiliser mon approche, qui est une approche discursive et argumentative. Et d'ailleurs, je crois que cette analyse, enfin ce sujet, va bien montrer que l'analyse du discours et l'argumentation sont vraiment indissociables. Parce que, comme la polémique d'ailleurs que j'ai étudiée par ailleurs, hein, le discours militant activiste, si vous voulez le définir ou le catégoriser, vous voyez que ces définitions sont d'ordre argumentatif. Pourquoi argumentatif? Parce qu'elles se fondent sur la façon dont ce discours fonctionne pour persuader, pour faire agir et pour agir. Donc, je pars, peut-être que le discours militant est une modalité argumentative qui peut être activée dans différents genres de discours. Donc, le discours militant n'est pas en soi un genre de discours. Bon, il s'applique à des formes discursives de longueur très diverses. Il peut être le fait de genres multiples. Et donc, il n'est pas possible de retrouver dans le discours qu'on appelle militant un format générique stable. C'est un discours transversal. C'est comme le discours polémique qui se coule dans toutes sortes de genres. Et on fait ici l'hypothèse que, comme lui, le discours militant activiste présente certains traits généraux, des traits qu'on peut considérer comme définitoires et qu'on va essayer de trouver. Alors, selon moi, ces traits relèvent principalement de l'argumentation. C'est une parole, on va y revenir, qui court-circuite le débat et qui lui substitue l'action directe et le combat. L'argumentation sous sa forme délibérative, comme nous le savons tous, est tournée vers l'avenir. Elle examine les options possibles qu'on a pour faire un choix ou une décision. Elle confronte les arguments sur des positions. C'est donc un processus dialogique, processus de réflexion, d'évaluation, dans le cadre d'une discussion qui devrait aboutir à une décision commune. Alors, le discours militant, il est en rupture avec le débat régulé, un débat qui est défini comme une interrogation ouverte, recherche d'une solution raisonnable dans le sens de Perelman, acceptable aux yeux des parties prenantes. Et je peux dire au départ, sans préciser pour le moment, que son rapport à la décision et à l'action est d'un autre ordre que celui de la délibération. Bon, donc finalement, les questions qui se posent ici, c'est comment le discours militant argumente, et quand on regarde un discours militant particulier, de voir comment cette modalité argumentative globale est modelée par un genre de discours, donc on est dans un cas spécifique, et quelles ressources argumentatives, rhétoriques et discursives sont mobilisées dans un objectif, bien sûr, d'efficacité. Alors, je vais faire un très rapide petit tour lexicographique parce que comme ces derniers temps, je travaille de plus en plus en français et en anglais. Je me suis aperçue très vite que le terme n'avait pas le même sens dans différentes langues, hein. Moi, je parle par innocemment du français. Et après, en comparant, on peut voir qu'il est décliné un petit peu différemment en français et en anglais. Et d'ailleurs, un très bon article de Longness de 2018 là-dessus. Alors, bien sûr, il a une même étymologie, hein, militaire, qui lutte, qui se bat, qui cherche à faire triompher ses idées, ses opinions, qui défend activement une cause, une personne. Mais on peut voir dans les dictionnaires français que on a voilà qui s'engage dans l'action pour défendre une opinion, qui combat activement dans les luttes idéologiques, donc défense d'opinion, de cause, d'idéologie. Mais le militant n'est pas péjoratif en français. Et certains, et ça c'est intéressant, vont même jusqu'à souligner sa valeur positive dans l'imaginaire français. Et là, il y a cette citation que j'aime bien, que j'ai trouvée sur Mediapart, attestée depuis 1370 comme adjectif et 1832 comme substantif. Le terme de militant s'inscrit dans une longue tradition de résistance à l'oppression et de combat pour la liberté et la justice, qui fait partie des fondamentaux idéologiques du pays de la Révolution française et des innombrables combats sociaux et politiques qui ont été menés depuis plus de 2 siècles par le peuple contre le pouvoir sous toutes ses formes. D'ailleurs, par contre, en anglais, c'est assez différent parce que dans tous les dictionnaires, on retrouve chaque fois la notion de agressif, extrême, violent. Et donc, militant, en anglais, c'est beaucoup plus péjoratif à cause de ces dimensions, justement, d'agressivité, de violence, d'extrémisme.
Par contre, alors, ce qui n'est pas péjoratif, ce qui est plutôt amélioratif, c'est le terme d'activiste en anglais. A person who campaigns to bring about political or social change. Je vous laisse voir les définitions donc, du dictionnaire qui disent plus ou moins la même chose. Alors que activiste en français, quand vous regardez au départ, engagement privilégiant l'action directe, pouvant aller jusqu'à braver la loi, action directe voire violente, et donc activiste euh, comporte ici en français les traits de violence et d'extrémisme que l'anglais prête à militant. Bon, enfin bref, on a un chassé-croisé. Évidemment, qui est un petit peu gommé par le fait que l'anglicisation, hein, quand de plus en plus on étudie, on parle franglais et on utilise les termes dans leur sens anglais, mais néanmoins. Alors bon, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? On pourrait dire, bon, peut-être qu'il faut explorer ce phénomène qu'on appelle discours militant. Il faudrait considérer qu'il faut l'étudier dans le cadre d'une langue et d'un contexte national, puisque chacun a ses usages, son histoire, son imaginaire propre. Mais je pense au contraire que ces distinctions et ces interférences signalent la façon parallèle dont un même problème est traité. C'est-à-dire que, selon moi, il importe de déterminer les modalités de ce discours, donc d'action et d'intervention collective. Il faut les examiner sur une échelle. Donc c'est un même phénomène qui va de plus modéré au plus violent, et il n'y a aucune raison de le diviser en deux phénomènes distincts. Et donc je vais parler dorénavant de discours militants, activistes, conjointement. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Discours et actions. Il y a évidemment des actions non verbales qui accompagnent le discours militant activiste, mais je ne vais pas en parler ici. Je vais parler du langage comme action. Et donc, là, en premier temps, je me suis dit, ah bon, je vais essayer de prendre l'approche pragmatique, donc l'idée d'acte de langage, force illocutoire ou perlocutoire. En fait, ça ne convient pas parce que le discours militant ne se limite pas à un énoncé. On a affaire à des discours qui sont parfois très longs, hein, de grande envergure, de longueur très variable. Et donc, je me suis tournée plutôt vers l'idée d'agir en énonçant, c'est-à-dire une perspective empruntée à Benveniste, à sa notion d'acte d'énonciation. Donc, vous savez que c'est, selon lui, cette mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation. Donc, la parole, la prise de parole est en soi un acte. Cet acte d'énonciation prend un sens supplémentaire ici lorsqu'il est mis en contexte, puisque l'utilisation du langage quand on veut défendre une cause, hein, c'est bien sûr un acte, c'est un acte qui a une portée sociale, ou si vous voulez, sociopolitique, c'est-à-dire que l'énonciation apparaît comme un mode d'intervention, et je suis toujours benveniste, donc advenir comme sujet en énonçant, puisque l'acte d'énonciation, selon lui, fait advenir le sujet dans le langage, et le sujet individuel hein, qui émerge dans son discours en se donnant existence et en même temps contour pardon, identité, puisque c'est en prenant la parole que le jeu se construit. Et il se construit ici non seulement comme sujet, mais aussi comme militant activiste. Et du coup, il fonctionne par cet acte d'énonciation avec un groupe. Le groupe qui agit pour la même cause, parce que bon, on ne milite pas tout seul, et donc, nous avons le cas d'un discours qui est émis directement par un locuteur collectif ou quelqu'un qui représente un groupe, souvent sur le mode du on, du nous, parfois de l'effacement énonciatif. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est le collectif tout entier qui émerge comme tel dans sa parole. Donc, il se donne existence. Alors, parfois, il est déjà connu. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il confirme cette existence, il renforce cette insistance de groupe, puisque, bon, juste en passant, on ne se réfère pas à une corporalité, une individualité personnelle, mais une entité qui consiste une notion culturelle plus ou moins abstraite. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que le discours militant se présente comme constitutif du groupe qui lutte pour cette cause. Alors, je voulais passer à un exemple. Et j'ai pris comme exemple, je suis tombée dessus un peu par hasard, enfin je travaillais sur l'immigration sur Sauvons-Calais. Donc le 4 septembre 2014 à Calais, il y a eu une manifestation et Thomas Joly qui a pris la parole et qui, au nom des manifestants,
a dit la chose suivante. Le seul message que nous avons à transmettre à ces gens est très clair. Dehors, dehors, hors de Calais. Et pendant ce temps, la foule scandait, on est chez nous, on est chez nous. Bon, alors évidemment, les fonctions du nous qui sont déjà là dans la dénomination, sauvons Calais, le nous est là sous forme d'injonction, hein, une injonction à agir. Et puis, il y a un nous où on est chez nous, un on, c'est des personnes rassemblées qui parlent d'une seule voix. Alors, c'est important qu'elles parlent d'une seule voix dans le cri collectif, on est chez nous, mais aussi à travers le discours d'un représentant, hein, qui est un représentant attitré. Et alors, évidemment, en même temps, il englobe, mais là, j'ai mis subrepticement, l'ensemble des habitants de Calais. Et du coup, il voit le fait qu'ils sont divisés sur la question de l'accueil des migrants, parce que dans Calais, il y avait aussi des groupes qui favorisaient cet accueil. Bon, le démonstratif, ces gens désignent bien sûr l'altérité des migrants, et ce discours de revendication collective, qui donc est mis en scène et en acte, il va être repris par les médias, spécialement par les médias que j'ai eu accès, moi par exemple. Il fait accéder le groupe citoyen à l'existence, et puis c'est une question de visibilité. Il confère la visibilité dont il a besoin sur la place publique. Alors, vous avez ici la légitimation, un processus de légitimation d'une parole qui est en fait automandatée. Bon, d'abord, cette création du collectif a suivi un appel de la maire de Calais, Nathalie Bouchard, qui avait mis dans Facebook un appel à dénoncer les squats. Donc, il y a quand même une indexation à une parole institutionnelle. Mais en fait, ce qu'on a ici, c'est le regroupement d'une population qui est soudée dans un nous qui fait bloc. Et alors, du coup, il faut entendre quoi? Il faut entendre ce qui se présente comme la voix du peuple. Or, le peuple a le droit de faire entendre publiquement ses revendications quand il considère qu'il est lésé, brimé. Et donc, en plus, donc toujours dans le processus de légitimation, il le fait au nom d'un principe qui est exprimé dans ce cri «On est chez nous», qui désigne en creux quoi? Il désigne la violation d'un droit. Moi, j'ai le droit de rester maître de mon espace. S'il est occupé par des étrangers, j'ai le droit de les expulser de mon lieu d'habitation, avec bien entendu une analogie entre la ville et l'habitat privé. Bon, alors, aucun dialogue n'est présenté ici comme possible entre les deux groupes. Dans le système de place, le nous est en position haute, il envoie un message brutal au deuxième groupe, donc ces gens qui n'ont pas voix au chapitre, et la parole militante activiste revêt ici, bon, c'est un exemple de forme violente, dehors, dehors, hors de Calais. Alors, ce sont des traits définitoires qui paraissent nécessaires, mais ce n'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Un discours qui est un acte de revendication et de combat, qui soude l'individu à une collectivité, laquelle est tendue vers la réalisation d'un projet commun. Donc, c'est une énonciation collective qui fait advenir, qui consolide un groupe mobilisé au profit d'une cause. Donc, comme je l'ai dit, indispensable, mais pas suffisant. Alors, en plus, c'est un discours d'opposition au pouvoir. Donc là, c'est intéressant aussi, bon, pour moi qui ai travaillé sur le discours polémique, parce que il se pose en s'opposant. Donc, il veut faire triompher une cause qui n'est évidemment pas adoptée par le pouvoir en place, sinon il n'existerait pas, une cause qui est souvent ignorée, rejetée, etc. Donc, en fait, Sauvons Calais va attaquer ici l'inertie, le manque d'efficacité des autorités face à une immigration dont ils disent qu'elle détruit la ville, mais en même temps, elle s'oppose, la formule s'oppose aux autres groupes dont j'ai parlé tout à l'heure qui défendent l'accueil des migrants. Par exemple, il y a un mouvement qui s'appelle No Border et dont les membres soutiennent la liberté de circulation et les droits des migrants. Bon, donc ce discours militant, on peut dire qu'il a une dimension polémique plus ou moins affirmée, mais contrairement à la polémique, il ne se présente pas du tout comme une discussion ou un débat, il est nettement monologal. C'est aussi une argumentation par la conséquence, donc un argument pragmatique, donc une injonction à l'action, avec un caractère d'urgence adressé à un tiers, et il va mobiliser des arguments par la conséquence, mais surtout par les conséquences négatives. Donc en fait, là je vous donne le schéma de Douglas Walton sur l'argument par la conséquence négative, et donc
qui prouvent que, voilà, qu'il faut faire A, c'est-à-dire les mettre dehors. Et dans cette perspective, le discours militant activiste, il appelle à faire un choix. Et ce choix est fondé sur une justification qui est à la fois rationnelle et émotionnelle, mais surtout, il faut traduire ce choix dans une pratique. Alors, dans ce sens, on peut dire qu'il promeut l'agentivité des individus, hein, puisqu'il leur demande de prendre une décision, de faire un choix, d'agir. Bon, mais alors il y a une question. Au fond, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il y a vraiment menace d'une catastrophe, qu'il faut éviter, qu'il faut vraiment avoir recours à une action très précise pour éviter cette catastrophe? Et ici, il y a un autre très définitoire du discours militant, c'est un certain type de cadrage. Donc un certain type de cadrage, si vous voulez, dans le sens de Goffman. Alors, le cadrage, c'est-à-dire qu'on va sélectionner certains éléments de la réalité, hein, pour les rendre plus voyants, plus saillants, mais en même temps, on va en gommer d'autres. Alors ça, c'est intéressant, c'est le commentaire de Entman qui dit Most frames are defined by what they omit as well as include, and the omission of potential problem definition, explanation, evaluation, and recommendation may be as critical as the inclusions in guiding the audience. OK. Donc, voyons ce framing dans le discours militant activiste qui doit mettre en exergue uniquement ce qui renforce l'affirmation des locuteurs, effacer tout ce qui l'affaiblit ou la contredit, et de bloquer ainsi, et ça c'est important, de bloquer toute tentative de problématisation qui en fait ne peut que nuire à l'action. Donc, c'est un type de cadrage qui est nécessaire puisque la rhétorique de l'action, je le répète, n'est pas une procédure de questionnement ouverte à la contradiction, mais une affirmation et une injonction péremptoire. Et nous avons affaire ici à une modalité argumentative particulière qui empêche toute possibilité de peser le pour et le contre et qui impose un raisonnement fermé sur lui-même. Donc, il va le faire par des procédures de saturation et d'évidement. Saturation par un langage stéréotypé, des répétitions. Donc ça, c'est d'ordre lexicologique, ça doit être voyant, c'est donc facilement repérable, hein, la phraséologie et les répétitions. Non, le problème, c'est plus l'évidement ou l'évitement. Parce que, par principe, un évidement ne doit pas se laisser repérer. C'est-à-dire qu'il faut que les faits ou les arguments indésirables échappent à l'auditoire pour empêcher tout questionnement. Et donc, on aura besoin d'un déchiffrement. Alors, c'est là que commence le problème, le besoin de déchiffrement, parce que ça soulève du coup la question de l'engagement de l'analyste. Si vous désignez des éléments dont vous dites qu'ils ont fait l'objet d'un gommage, est-ce que du coup, vous ne vous situez pas automatiquement du côté de l'opposant? Parce que l'opposant, il pointe des procédures de silenciation. Et donc, la question est de savoir à quel moment le rôle du scientifique, le scientifique, troque son rôle contre celui de l'acteur. Donc, de l'acteur dans cette confrontation. Bon, donc si vous voulez, on va avoir une méta-réflexion sur le rôle de l'analyste, puisque le discours militant problématise ce rôle en brouillant les frontières, comme je viens de le dire, entre l'analyste et l'acteur. Bon, alors, j'ai pris un exemple qui est évidemment particulièrement délicat, et je l'ai évidemment fait exprès, puisque étant israélienne et posant la question du discours militant et de la différence entre le discours scientifique et le discours de l'acteur, voilà, nous avons ici un bon exemple de ce que je vais être capable de faire. Alors, voilà Action Palestine, c'est une initiative, je l'ai repris du site, hein. C'est une initiative citoyenne lancée en octobre 2023 dans le contexte des derniers événements entre Israël et la Palestine, réunissant plus de 22 000 personnes. Cette initiative a vocation à mobiliser l'ensemble des personnes désireuses de s'engager pour la paix et la justice en proposant des actions sous différents formats, tout en relayant des actualités, des ressources et des informations utiles à la compréhension des enjeux
de la collection palestine, de la question, pardon, palestine. Et le comité Action Palestine, donc qui émet ce texte, voilà comment il se définit. Une association qui œuvre pour la réalisation des droits nationaux du peuple palestinien. Donc vous voyez déjà qui œuvre l'action, et en particulier le droit à l'autodétermination et le droit au retour des réfugiés, c'est-à-dire la libération de la terre arabe de Palestine. Donc voilà la cause et qu'il faut défendre. Et le comité Action Palestine dénonce le sionisme en tant que mouvement colonialiste et raciste. Le site fait partie intégrante de notre combat idéologique pour la cause palestinienne. Donc, c'est clairement un discours militant activiste, cela ne fait aucun doute. Bon, alors voilà, je voudrais faire une micro-analyse, hein, donc j'ai pris juste un extrait. La bataille, donc c'est du 31 août 2024, c'est un communiqué sur le site. La bataille en cours en Palestine est décisive. Les Palestiniens résistent héroïquement sans relâche, soutenus sur le terrain par leurs alliés les plus proches. De cette bataille sortira un nouveau monde avec de nouveaux rapports de force. Soit ce sera la victoire de l'obscurantisme colonial et de ses soutiens impérialistes, soit la victoire du camp des opprimés et de la justice. Pour cette raison, il ne faut pas se laisser intimider par la répression. Le combat des opprimés est juste, notre combat auprès des opprimés est juste. Forcément, ils ont raison, et l'histoire donnera raison aux Palestiniens, comme elle l'a fait il n'y a pas si longtemps pour les peuples colonisés. Palestine vivra, Palestine vaincra. Bon, alors, comment on construit un texte fermé? Donc, voir d'abord comment il est construit de matière saturée et fermée. L'idée est que dans le discours militant, il faut empêcher autant que possible ce que Alain Rabatel appelle les déplacements de point de vue. Donc les déplacements de point de vue, c'est ce qui permet de voir les choses sous plusieurs angles. Alors qu'ici, il faut arriver à l'univocité qui est exigée par les impératifs d'action du discours militant et activiste, une seule voix, un seul point de vue. Donc j'ai repris un petit peu l'idée du texte fermé dont parlait dans le temps Umberto Eco. Alors, c'est d'abord des marques lexicales, par exemple les répétitions. Donc, vous avez trois fois opprimé, vous avez colonial et colonisé, vous avez justice, juste, juste trois fois, impérialiste, j'en reparlerai tout à l'heure, donc construction d'un point de vue, qui est affirmé de façon péremptoire et avec force, qui se passe ici de justification. Pourquoi il peut se passer de justification? Parce que il est évident dans une certaine idéologie anticoloniale, anti-impérialiste et anticapitaliste dont se réclame l'association, hein. Et donc, cette idéologie détermine en amont les positions et les acteurs. Donc, en amont, elle les range du côté du juste ou de l'injuste. Et du coup, ce n'est pas la peine de faire un examen approfondi de la situation concrète. Il y a l'indexation à une vision préétablie du monde et du Moyen-Orient qui s'effectue par des choix lexicaux et qui relève à la fois de l'idéologie, donc la lutte contre ceux qui sont obscurantistes, c'est-à-dire hostiles au progrès, au libre exercice de la raison, à la diffusion de l'instruction et du savoir, hein, c'est la définition, mais qui relève aussi de l'éthique, puisque c'est une lutte contre les puissants pour rendre leurs droits aux faibles. Alors, du coup, des procédures de généralisation, une prototypisation, puisque les Palestiniens deviennent le symbole de tous les opprimés de la terre par la vertu des affirmations généralisantes, le combat des opprimés est juste, et des opprimés qui se soulèvent contre leurs oppresseurs, si bien que leur combat est celui de la résistance. Là, on est dans le prototype. Les Palestiniens résistent héroïquement et sans relâche. Donc le texte en appelle à un imaginaire de la révolte héroïque. Alors, il y a une analogie historique, donc un exemplum qui vient renforcer ça. Forcément, ils ont raison et l'histoire donnera raison aux Palestiniens. L'analogie maintenant, comme elle l'a fait il n'y a pas si longtemps pour les peuples colonisés. Or, c'est aussi un argument par les conséquences, puisqu'on a de cette bataille sortira un nouveau monde avec de nouveaux rapports de force.
soit ce sera la victoire de l'obscurantisme colonial et de ses soutiens impérialistes, soit la victoire du camp des opprimés et de la justice. Donc il y a un choix, hein, entre le triomphe du mal et le triomphe du bien, entre l'oppresseur colonisateur et les opprimés colonisés. Et une fois de plus, la lutte des Palestiniens prend une valeur symbolique. Dans cette valeur symbolique, elle engage l'avenir de l'humanité. Donc, c'est un argument par la conséquence négative, qui est aussi un argument par la peur. C'est l'idée de Douglas Walton, hein, sur la peur, l'appel à la peur comme argument par les conséquences négatives. Parce qu'il pose que, en fait, si le règne de l'obscurantisme l'emporte, ce sera terrible. Et par contre, il y a aussi un argument par la conséquence positive. Et cet argument-là, il propose une utopie qui est assez exaltante parce qu'il suppose que sera consacré le règne de la justice. Alors, le militant activiste, s'il se mobilise ici, il devient un agent actif dans une confrontation importante, puisque les résultats de cette confrontation ne vont pas se limiter à une petite victoire ou défaite locale, non, ils vont remodeler la face du monde. Donc, l'importance du moment explique ici l'urgence à se rallier envers et contre tout à la bonne cause, et cela malgré les intimidations du pouvoir en place. Donc il faut lutter contre les autorités françaises, parce que la répression à laquelle l'auditoire est invité à lutter est bien celle des autorités françaises, rangées bien sûr dans le camp des impérialistes. Et bon, comme exemple, un autre communiqué plus ancien parlait d'une offensive réactionnaire et liberticide du gouvernement français qui entendait entre autres dissoudre l'association Comité Action Palestine à Bordeaux et le comité Palestine vaincra de Toulouse. Donc vous avez là la construction d'un ethos collectif, hein, ça c'est important. Le nous, ceux qui sont déjà perçus comme membres acquis à la cause, mais aussi les autres, ceux qu'on incite à se mobiliser, à rejoindre le groupe, et le militant activiste d'Action Palestine, donc il se retrouve du côté des résistants. Et il devient lui-même un résistant, une personne qui a le courage de braver des lois liberticides, et du coup, ils se font dans un ethos collectif très avantageux, puisqu'au sein de cet ethos collectif, on a la bravoure et elle s'ajoute, ce courage s'ajoute au choix d'une éthique intransigeante, qui est celle de la défense des opprimés, et aussi d'une position politique qui est nourrie de ces valeurs. Donc, lutte de l'impérialisme contre l'impérialisme qui écrase les faibles, et du coup, voilà, on se range du bon côté de l'histoire, comme en assure le recours à l'exemple historique des décolonisations. Bon, alors comme vous le savez, l'adhésion à un ethos collectif flatteur, avantageux, qui contribue à se construire une identité positive, joue toujours un rôle important dans la volonté de se joindre à un mouvement social ou politique quelconque. Voilà. Donc, vous avez un cadrage idéologique familier, un lexique nourri d'éléments stéréotypés de répétition, accompagné d'une forte tendance à l'abstraction et à la symbolisation, et tout ça permet au discours militant activiste d'émettre un message clair et sans ambiguïté. Donc, en fait, c'est un bloc, hein, une sorte de bloc compact. Tous les éléments discursifs, mais aussi interdiscursifs, tissent un réseau vraiment serré de références internes et externes. Et du coup, comme j'ai dit, ça transforme le texte en une sorte de bloc autonome. Et, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, le discours de l'action collective peut ainsi effacer les nuances superflues et les questions dérangeantes. Bon, alors passons aux éléments absents. Là, c'est plus compliqué. Comment est-ce qu'on relève les éléments absents et qu'on s'assure que leur évaluation est vraiment pertinente? Parce que quand nous parlons, on a toujours besoin de concision et de simplification, on ne peut pas tout dire. Donc, est-ce que ces suppressions ont été faites ou non dans une visée argumentative et comment le savoir? Alors, si on veut s'assurer d'exactitude des éléments manquants, il faut évidemment voir s'il y a des traces discursives. C'est vérifiable parfois par la consultation de sources savantes avérées, mais la pertinence et le poids des éléments manquants que je retrouve, cette pertinence et ce poids dans l'interprétation globale des événements, c'est toujours plus difficile à objectiver.
Alors, voyons les dénominations. Nous avons Palestine 3 fois, Palestinien 2 fois, j'ai oublié d'en souligner un. Par contre, le terme d'Israël est absent. Donc, gommage du terme d'Israël qui est désigné uniquement par l'obscurantisme colonial. Important ou non. Oui, l'absence de ce nom de pays, on peut dire qu'il équivaut à une non-reconnaissance de l'État d'Israël. Donc, vous savez que les pays qui ne reconnaissent pas Israël, c'est un interdiscours familier, on appelle toujours l'entité sioniste. Donc, l'État et ses citoyens sont en l'occurrence désignés juste par une expression abstraite, l'obscurantisme colonial, qui, on peut dire, les désindividualise et déshumanise. Donc, il n'est pas du tout question d'un peuple concret, mais d'une notion qui est incarnée par un adversaire privé de nom. Voilà. Alors, Palestine-Gaza. Action Palestine n'utilise pas le terme de Gaza. Elle ne mentionne pas que la guerre se passe dans la bande de Gaza, mais évoque de façon floue la Palestine. Du coup, il y a un présupposé d'existence. Elle existe comme État souverain. En tout cas, c'est ce qu'on laisse supposer. Alors, on ne sait pas, au fond, pourquoi. Est-ce que la bataille en cours en Palestine est nommée comme ça tout simplement parce que les combats sont livrés sur le territoire palestinien de Gaza, puisque Gaza, comme vous savez, a été évacué en 2005, ou parce que le locuteur anonyme considère que toute cette terre, y compris celle de l'État d'Israël, constitue la Palestine, et là on retomberait dans From the river to the sea, Palestine will be free. Bon. Autre absence, l'absence du Hamas. Le terme de Hamas n'apparaît pas, il n'y a que Palestiniens. Alors, ça c'est intéressant aussi parce que du coup, ce sont les Palestiniens qui se battent, pas le Hamas. La notion de résistance va conférer ce noble titre au Hamas, ceux qui ont commis dans le sud d'Israël des actes de barbarie qui ont stupéfié le monde, et en fait justifient aussi ces actes. Moi, c'est une absolution, une justification qui reste dans le non-dit, grâce au silence qui est fait sur le mouvement islamiste et à la substitution du terme englobant de Palestinien à la dénomination de Hamas. Alors, voyons l'obscurantisme. Ça, c'est intéressant. Moi, je ne vais pas m'étendre sur la production scientifique, les avancées technologiques et la liberté démocratique d'Israël. Hein. Bon, on peut considérer qu'un pays colonial est obscurantisme malgré ça. Mais ce qui est passé totalement sous silence, c'est l'idéologie islamiste qui guide le Hamas. C'est un mouvement, enfin, ce sont les frères musulmans, qui est un mouvement rétrograde au progrès, à la libération des femmes, à la reconnaissance des homosexuels et à la tolérance. Donc en fait, les combattants du bras armé du Hamas, en luttant contre l'ainsi dénommé oppresseur, deviennent dans ce communiqué le symbole d'une liberté de type humaniste sans considération aucune pour leur idéologie qui est une idéologie islamiste avouée. En même temps, l'extrait repose sur un axiome qui est puisé dans l'idéologie de la gauche pro-palestinienne, qui pose que Israël est un phénomène colonial créé par l'impérialisme occidental. Donc le colonialisme qui est censé caractériser l'État juif s'impose comme une évidence, aucune considération pour les points de vue divergents qui ont présidé d'ailleurs à la création, à la reconnaissance d'Israël. Donc tout ce point est soustrait à la discussion. Bien entendu, parce qu'une discussion, dans un discours militant, dans tout discours militant, en infiltrant des doutes, des interrogations, peut-être en suscitant des réfutations, risque d'ébranler le pilier de l'argumentation. Alors, voilà donc, ce sera ma conclusion, deux questions. Deux questions. Premièrement, analyste et opposant. Il y a un piège, si vous voulez, dans cette analyse du discours militant activiste. Et le piège est le suivant, c'est que dès qu'on porte atteinte à une argumentation qui est fermée sur elle-même, dès qu'on l'ouvre en révélant ce qu'elle passe sous silence, on fait justement ce qu'elle ne voulait pas, c'est-à-dire qu'on rétablit le dialogue antagonique. Et le dialogue antagonique est celui auquel le discours militant en tant que discours d'action prétend justement, essaye
tout cas de se soustraire. Donc, du coup, c'est pour ça que j'avais posé cette question. L'analyste qui se targue de neutralité scientifique, il risque de se retrouver bon gré mal gré dans le rôle de l'opposant. En faisant mon analyse, est-ce que je suis dans le rôle de l'opposant ou est-ce que je suis toujours dans le rôle de l'analyste? Problème numéro 2 que je touche comme ça, qu'il faudrait reprendre, qui est un problème lourd, c'est la question du militantisme et de la démocratie, parce que bien sûr, le discours militant est né de la démocratie, celle qui donne aux citoyens la possibilité justement d'intervenir, d'exercer un contre-pouvoir. En même temps, on voit bien que la parole militante, elle enraye le moteur de la délibération, ce qui est évidemment extrêmement gênant si le discours militant occupe une place de plus en plus grande, comme on a l'impression qu'il ne fait de nos jours dans l'espace public. Donc, est-ce que ça ne menace pas le bon fonctionnement de la démocratie délibérative? Mais d'un autre côté, si on renonce à ce discours, est-ce que du coup, on ne fait pas disparaître la capacité du discours citoyen d'intervenir dans l'espace démocratique? Donc, sur ces questions auxquelles je n'ai point de réponse, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Ruth. Effectivement, je pense que la discussion pourra nous aider à avancer la discussion, la réponse à vos questions. Merci d'avoir présenté ces interrogations, ce chantier, hein, comme vous l'avez présenté au tout début, c'est une réflexion en cours. Je Je ne pense, vois pas où j'enlève mon PowerPoint. euh, Cher, je, c'est bizarre, oui. Parce que je, normalement, il y a toujours, il nous indique où on peut l'enlever. Et ah, là, je je ne l'ai vois fait rien. moi-même. Ah ben voilà, merci. Bon. Merci Luciane, merci. Chers collègues, si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez lever la main. Elles seront précieuses. Elles seront précieuses, certainement. Je vois une main, Laura, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui. Oui, merci. J'ai pas trouvé la petite main ici, donc j'ai levé ma propre main. Bonjour tout le monde. Bonjour Ruth et merci pour ta présentation. Moi, j'avais une question, remarque, en fait, bon, une réflexion hein, en t'écoutant. Je me demandais, enfin, ta conclusion, si elle s'appliquait uniquement, parce que le discours militant pro-palestinien, qui d'ailleurs se décline sur un continuum, hein, je pense pas, peut-être qu'il y a un idéal type, mais je pense qu'il y a quand même un continuum. Mais je me demandais s'il n'y avait pas des caractères, enfin, si tes conclusions ne portaient pas euh, plutôt sur le discours pro-palestinien radical, idéal typique, que sur le discours militant. Parce que si je pense à d'autres discours militants, par exemple, oui, pour la cause des migrants, ou si on remonte dans le temps, dans les années 80, les collectifs qui militaient en faveur d'une conscientisation sur le sida, par exemple. C'était un discours militant, c'était des collectifs militants qui avaient un répertoire d'actions qui était typiquement militant et c'était pas un discours qui était refermé sur lui-même. Donc voilà, c'est une vraie question que je me pose parce que effectivement, il y a dans l'idéal type de ce discours pro-palestinien radical, il y a, comme tu l'as expliqué, quelque chose de complètement renfermé où il n'y a aucune proposition de solution, aucune. Il faut juste effacer quelque chose. C'est un discours de l'exclusivité où il n'y a aucun dialogue possible. Mais voilà. Mais donc, par rapport à d'autres types de discours militants, est-ce que tu penses que ça s'applique uniquement à ce discours qui est une formation discursive, je pense, hein, parce qu'on l'a vu hein, maintenant, qui est plutôt bien délimité, j'ai l'impression. Bon, voilà, je voulais avoir ton avis par rapport à ça. écoute, merci pour ta question. Bon, d'abord, ce discours se définit lui-même comme un discours militant. C'est un discours d'action
qui essaye de rameuter, enfin voilà, de faire adhérer des gens, qui a tout à fait un but, et on ne peut pas dire qu'il n'a pas un but. Après, je peux aimer ou pas le but, mais là n'est pas la question. Et le but, c'est effectivement de lutter pour la cause palestinienne, d'aller faire des manifestations, de faire pression, d'aider, bon, si tu veux, finalement, quelque chose qui permettrait de retrouver la terre arabe, comme il dit, hein, etc., et d'effacer l'État d'Israël. Donc, c'est tout à fait un discours militant de ce point de vue-là. Maintenant, euh, je pense qu'il faut faire une différence, et j'avais commencé à travailler là-dessus, mais c'est bien que tu me poses la question, parce que je pense que, il faut différencier quand on parle des discours militants activistes. Il y a différents, je sais pas comment ça, différents modules de discours. Et par exemple, celui-ci est indexé à un discours idéologique, alors que d'autres sont indexés, on pense, je ne sais pas, maintenant à de très nombreux discours, justement, les discours qu'il y avait sur le sida ou bon, la vaccination, enfin, etc. Il y en a d'autres qui sont indexés, ou en tout cas qui se rapportent à un discours scientifique. Et je pense personnellement, mais je ne peux pas te le prouver parce que je n'ai pas encore fait le travail, je pense personnellement que effectivement, ces discours fonctionnent différemment, bien que participant d'une même cellule. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de trait définitoire, il y a un fonctionnement global comme modalité argumentative qui est le même, avec une ouverture, enfin, c'est-à-dire avec un taux de réfutation plus ou moins grand, hein. C'est-à-dire l'une des caractéristiques, comme tu l'as bien dit ici, dans ce discours militant particulier, c'est qu'étant complètement fermé, il n'y a pas de place pour le dialogue du tout. Donc on n'évoque pas les arguments de l'autre. Je pense que dans les discours scientifiques, ça se passe différemment, que effectivement il y a une dose de réfutation beaucoup plus grande. Mais néanmoins, il faut que ça reste un discours de l'action collective qui mène à une réponse très claire, parce que sinon on n'est pas dans le discours militant. Si tu n'arrives pas à entraîner les gens pour qu'ils adhèrent à ta cause et à susciter une action, tu n'as rien fait. Merci Oui, beaucoup. oui. Après, il y a d'autres discours militants auxquels je peux penser. Par exemple, bon, je sais pas, j'imagine que tu connais. Bon, après, je ne sais pas à quel genre de discours les Israéliens sont exposés, mais le collectif Standing Together, qui est un collectif de Juifs et d'Arabes en Israël et en Palestine, a un discours militant, mais qui est complètement différent et qui est ouvert aux arguments des autres. C'est pour ça que j'essayais de voir si ta conclusion s'appliquait uniquement à ce type de discours militant ou à d'autres. Bien sûr, il faut moduler. Écoute, moi, je te dis franchement que j'ai pris ce discours-là, pas parce que c'est le meilleur exemple, mais parce que comme je pose la question du passage très délicat du militant activiste, de l'analyste à l'acteur, OK? Et que dans ce cas-là, je prends un discours qui forcément est opposé à tout ce que je pourrais dire, la question se pose de façon d'autant plus brutale. Et j'ai pensé que de ce point de vue-là, pour illustrer ce questionnement, c'était un bon exemple. Mais je ne veux en aucun cas dire que le discours militant est toujours... Et en fait, tu sais, en t'écoutant, je me dis, j'ai pris deux exemples que moi, personnellement, je réprouve. C'est que ça n'a rien à voir, hein. Je veux dire, je peux réprouver ou approuver. Nous sommes en Israël exposés à un très grand nombre de discours civils militants que nous rejoignons d'ailleurs, hein, dans notre lutte contre le gouvernement. Et j'aurais pu évidemment prendre des exemples avec lesquels je suis d'accord, mais j'ai fait un petit peu exprès de prendre les autres. Merci. Merci beaucoup. Alors, dans l'ordre, Patrick Charodot.
Oui, bonjour. Bonjour Patrick. Oui, bonjour, merci. Excusez-moi, je prends vite la parole parce que je suis obligé de m'absenter là après. Et c'est un peu dans le prolongement de la question là de Laura qui vient d'être posée. Parce que je pense que il y a des, c'est un peu comme pour les lois. Il y a des lois d'interdiction et des lois d'autorisation. Et là, c'est pareil. Il y a des discours militants contre et des discours militants pour. Par exemple, il y a beaucoup de discours militants écologistes ou bien ce qui a été évoqué à propos du sida qui sont plutôt pour, hein, pour Oui. préserver, pour, etc. Et d'autres qui sont franchement contre. Donc, il y a cette première variable, savoir si un discours militant est contre ou pour. Et puis, Mhm. il y en a une deuxième, j'ai l'impression, qui répond un peu à cette question, c'est que, une fois de plus, ça dépend du dispositif, c'est-à-dire de la situation dans laquelle émerge le discours militant. C'est-à-dire, si on est en situation de manifestation, je Oui. crois que là, on est effectivement dans tout ce qui est contre, dans tout ce qui est contre la délibération. Il faut absolument que tout soit clair. Il ne faut pas, comme disait Sartre, comment il disait, il ne faut pas faire perdre à Billancourt ses désirs d'activité, etc. Il ne faut pas désespérer Billancourt, voilà, c'était ça. Hein, et il faut trouver des conséquences immédiates. Donc, je pense que tu as tout à fait raison dans les exemples que tu as pris. Cela dit, il y a quand même une activité militante qui est plus dans la négociation, et c'est là que je pense peut-être à ça que Laura faisait allusion, et qui est que on est plus volontiers à essayer de proposer des solutions et peut-être même à négocier. Donc, je pense qu'il y a l'articulation entre ces deux variables hein, qui sont pour ou contre d'une part et d'autre part le lieu, le dispositif. Bon, mais c'est à voir dans les détails. Cela dit, moi j'avais une question à te poser. Je comprends très bien tes doutes par rapport à la position du sujet analysant, mais moi je pense que de ce point de vue-là, il y a pas trop de problèmes, dès lors que le sujet analysant, justement, se donne pour viser de non seulement analyser ce qui peut être manifesté dans le discours, mais aussi ce qui en contre n'est pas dit, enfin tout le non-dit, ce qui est toujours d'ailleurs très délicat. Alors ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est à cause de la situation très particulière dans laquelle tu te trouves que tu te poses ce genre de questions, ou est-ce que finalement tu penses que tu as fait un travail de sujet analysant ayant pris ses distances? Alors, les deux choses. Tout d'abord, je te remercie pour tes premières remarques parce que, en fait, bon, une des choses dont je n'ai pas parlé, mais sur lesquelles je commence à travailler, et là, je remercie Laura aussi, c'est de voir un petit peu les différents types de discours militants, d'essayer de différencier, comme on l'a dit tout à l'heure. Néanmoins, et donc ça, je n'y suis pas encore, hein, j'essayais là justement de retrouver des traits définitoires. Mais quand tu dis pour ou contre, bon, euh, ces discours militants, ils sont aussi pour. On ne peut pas dire qu'ils sont contre uniquement. Par exemple, le discours sur Sauvons Calais. Bon, ce sont des gens qui proposent une solution. Et leur solution, leur cause, c'est qu'ils veulent une ville propre, c'est qu'ils ne veulent pas des migrants qui détruisent leur ville, et ils veulent sauver leur ville, sauvons Calais. Donc, ils sont tout à fait pour. Le groupe que j'ai utilisé là, Action Palestine, bah, ils sont pour quelque chose, ils ne sont pas juste contre. Bon, ils disent, ouais, on est contre le sionisme, etc., mais ils sont pour. Ils sont pour soutenir les Palestiniens, ils sont pour soutenir la cause palestinienne, ils sont pour l'éradication d'Israël, et voilà. Ah ben, ouais, ils ont des buts, ils sont pour quelque chose. Euh, et en même temps, ils sont aussi contre. Donc, je pense que tous ces discours militants sont toujours nécessairement pour une cause et de façon plus ou moins affirmée contre ceux qui n'acceptent pas cette cause ou essayent de la faire échouer, etc. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a des discours militants qui ne sont pas pour.
Pour le reste, écoute, je ne sais pas, moi, je ne peux pas te répondre à la question de savoir si moi j'ai fait un travail d'analysant. Moi, j'essaye, oui, de me poser en analyste du discours et de l'argumentation et d'essayer de voir ce que je trouve dans les textes, mais aussi de problématiser les procédures qui parfois me semblent euh, pas tout à fait claires. Et donc, voilà, je pourrais dire non. Moi, tout ce que j'ai trouvé, c'est là, c'est des éléments manquants. Je peux prouver absolument leur absence. Mais je suis sûre que d'autres penseront autrement. Donc, je n'ai pas de réponse. D'accord. Attends, juste pour revenir sur le pour-contre, je ne faisais pas allusion à la même chose. Il est bien évident que sur le fondement, tout discours politique, évidemment, hein, tout en étant contre à un cours, une visée même quasi ontologique pour. Hein, bon. Non, non, moi je me référais au discours lui-même. C'est-à-dire, si tu prends des discours écologistes, par exemple, les discours pour le sida, dans leurs manifestations, ces discours se présentent d'abord plus pour que contre. Alors que là, dans les exemples que tu as pris, quand même, et toi-même tu l'as dit, puisqu'ils bloquent la délibération, c'est quand même qu'ils sont plutôt dans leur manifestation dans du contre que dans du pour. Donc moi, je ne me référais pas au fait qu'effectivement, il y a toujours des contre Hmm, d'accord, je comprends. discours. Oui, 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 d'accord. Alors, Laetitia a posé dans le chat une question sur la mauvaise foi. Je crois que je suis absolument incapable d'y répondre parce que j'ai jamais été capable d'utiliser cette notion de mauvaise foi. Tu peux Ça, lire la c'est... question, Ruth, parce que comme la séance est enregistrée et qu'on la met en ligne, il faut la lire pour que tout le monde puisse l'entendre. Oui, ça, on ne m'entend pas là? Si, très bien. Donc, la question, voilà, je la lis, c'est est-ce Oui, que... oui. Donc la question était, est-ce qu'on peut faire intervenir ici la notion de mauvaise foi? Et comme, bon, j'en ai beaucoup discuté avec ma collègue Roselyne Coren sur cette histoire de mauvaise foi, moi, je ne suis pas capable de répondre à cette question parce que la mauvaise foi renvoie à une question d'intentionnalité et en tant qu'analyste du discours, je n'arrive pas à sonder les reins et les cœurs et que donc j'ai du mal avec cette notion. Très bien, merci Johannes, c'est à ton tour. Bonjour, merci pour cette communication, pour ce cadre qui est beaucoup plus qu'une simple analyse d'un cas ou de deux cas dans ce cas-là. Je pense que... Ah, il y a ici un message, non, c'est pas pour moi. Euh, En fait, je m'interroge sur deux choses ici. Et bon, d'abord, en fait, un grand merci pour cette communication parce que tu as vraiment fait une réflexion sur notre actualité qui nous bouleverse, qui nous choque, qui nous saisit depuis, voilà, depuis un moment, beaucoup plus peut-être qu'avant. Ah, Et je pense que oui. ta façon sur ce qui se passe, euh, euh, tu, euh, tu dis un moment que voilà, il y a une certaine, il y a la part du non-dit dans le discours militant qui est constitutif un peu voilà, d'un certain discours et un non-dit qu'on peut pas facilement toucher ou dire sans se positionner comme opposant à ce discours. Et je pense que c'est tout à fait important. C'est peut-être quelque chose qui se passe aussi dans toutes sortes de discours, hein. Et tu fais un peu la frontière entre le discours scientifique et le discours militant. Euh, j'ai pas mal travaillé sur ces mécanismes-là dans le discours scientifique, qui aussi voilà, évoquent des identités, les non-dits, des positionnements, toutes sortes de choses comme ça. Et je dirais que, bien évidemment, il y a une différence entre ces discours-là, entre les discours scientifiques et les discours militants. Mais le discours scientifique, c'est un discours militant
d'une autre façon, ton propre discours, il est militant par rapport à tes identités scientifiques voilà, linguiste, de spécialiste de l'analyse du discours argumentatif. Et ça, ça fonctionne peut-être de la même façon que le discours militant que tu analyses dans la sphère politique. Donc, c'est peut-être simplement un, euh, un décalage ou voilà, un déplacement du même mécanisme sur un terrain, disons, des Mm. identités scientifiques. Ça, c'est une question. Est-ce que ce fonctionnement du discours militant, est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus universel ou général que tu ne le penses? L'autre chose, tu insistes beaucoup sur la construction de la collectivité. Et bien sûr, en fait, c'est tout à fait voilà, ce qui se passe. Et je pense que tu as vraiment fait une analyse très fine, hein, comment ça se fait dans le cadre de la Palestine, par exemple. Et je me demande, pour vraiment voilà, analyser ces valeurs collectives qui se mettent en scène en énonçant ces propos, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi regarder un peu plus les collectivités réelles, disons, hein, dans ton analyse, tu analyses les toasts, tu analyses les images qui se font dans les discours. Et après, on peut les voir voilà, dans les contextes très différents. Parfois, c'est des discours inscrits dans des groupes, des communautés qui sont plus grandes, qui sont constituées historiquement d'une certaine façon. Et bien sûr, en fait, dans le cas de ce discours sur la Palestine, on voit des positionnements très différents et on voit les mêmes discours qui sont mobilisés de gauche qu'à droite. Et, euh, dans les deux cas, en fait, ces collectivités renvoient bien sûr à des réalités historiques assez euh, distantes. C'est pas les mêmes groupes, les mêmes communautés qui sont en jeu ici quand on entend un nazi voilà, de vieille école par rapport à un bobo parisien qui s'approprie voilà, les discours de la libération de la Palestine. Donc euh, et là, pour vraiment comprendre la valeur idéologique de ce discours-là, il suffirait pas de s'arrêter à une analyse purement linguistique. Il faudrait savoir comment résonnent ces discours-là avec des collectivités socio-historiques réelles. Donc, et donc, c'est absolument impossible parfois de décider qui est en jeu sans cette dynamique sociale historique réelle qui fait que voilà il y a un discours qui résonne avec un groupe de droite ou avec un groupe de gauche, avec des gens qui ont des armes, qui n'ont pas des armes. En fait, toutes ces choses-là sont tout à fait euh, derrière la surface linguistique. Et je pense que c'est tout à fait important aussi de voir ces dimensions-là de ce qui se passe dans une réalité sociale concrète. Donc c'est peut-être plutôt un commentaire si ça résonne avec tes problématiques, ce serait voilà, tout à fait passionnant de continuer cette très, très belle discussion. Merci, merci Johannes, c'est très intéressant. Alors, deux choses. D'abord, sur ce que disait tout à l'heure sur le discours scientifique. Bon, si je prends mon propre discours un moment, ok, le discours scientifique, pas seulement le mien, euh, bon, évidemment, veut arriver à montrer quelque chose, mais en même temps, il a une façon si tu veux, d'argumenter et aussi de problématiser. C'est-à-dire, il part d'une problématisation et il expose. C'est une problématisation qu'il doit montrer, qu'il expose.
Si je pense au discours militant, mais que c'est très préliminaire ce que je dis puisque je viens de commencer l'étude, mais si je pense au discours militant et pas seulement à ceux que j'ai présentés, même, je ne sais pas, à ceux que j'entends gentiment quand je vais le soir suivre mes manifestations, eh bien, on n'est pas là pour problématiser, Johannes. Nous, on est là, par exemple, pour dire que ce gouvernement doit partir et qu'il faut rendre les otages et arrêter la guerre. Je veux dire, il y a des choses, on ne va pas le problématiser. OK? On est là pour une action. On est là pour faire quelque chose. On est un collectif citoyen qui émerge pour arriver à un résultat. Donc, on ne peut pas s'arrêter et commencer à poser des questions comme je le fais ici en disant est-ce que je deviens moi-même militante ou pas? Est-ce que ce Je pense que discours, tu n'as pas forcément compris peut-être ce que je voulais dire. En fait, il y a ce côté aussi sur un autre niveau dans les discours scientifiques. Quand il s'agit de défendre un certain terrain disciplinaire, par exemple, normalement, les scientifiques sont pas du tout ouverts à la problématisation. Et, euh, et j'imagine que, en fait, ce que tu appelles problématisation, bien sûr, en fait, les scientifiques sont beaucoup plus ouverts à la problématisation d'un discours militant tel que tu l'analyses, euh, puisque, voilà, ils arrivent d'un autre jeu, disons, scientifico-politique qui lui-même reste en dehors de sa propre problématisation, qui précisément permet aux scientifiques de problématiser les autres. oui, de s'opposer à ce que font les autres. Mais écoute, si on étend de cette façon, bon, je vais y réfléchir, mais si on étend ça de cette façon, comme tu disais tout à l'heure, le discours militant n'a plus de sens. C'est-à-dire, il n'y a plus de discours militant. Il se Ouais, ouais. dilue dans Non, le non, je discours suis en d'accord. général. Alors, c'est la question que je m'étais aussi posée au départ, parce que je disais, OK, le discours militant, c'est de l'argumentation, mais en quoi est-ce qu'il diffère de n'importe quelle autre argumentation, finalement, hein? Alors donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, mais quand même, il doit y avoir certaines modalités qui font qu'il y a un phénomène, et d'ailleurs c'est un phénomène social, nous l'appelons un discours militant, ok? Bon, et une fois que nous appelons un discours militant, qu'est-ce que nous appelons un discours militant et qu'est-ce que ça peut être pour se distinguer des autres? Et bien sûr, il y a des points de rencontre, etc. Et tant qu'on est dans l'argumentation, eh bien, on est finalement sur un terrain où on essaye de promouvoir une thèse en s'opposant à d'autres, forcément. Pour ce que tu dis pour la deuxième remarque, ben, c'est très très intéressant. Et effectivement, moi je suis absolument persuadée qu'il faudra contextualiser, c'est-à-dire arriver à articuler, si tu veux, l'analyse discursive et argumentative avec une analyse sociologique. Je suis tout à fait d'accord. Je t'avoue que j'en suis encore loin, je n'y suis pas encore. Et que, bon, en plus, moi, j'étudie aussi des discours en ligne, alors ça m'embrouille un petit peu parfois parce que je ne sais pas toujours, je ne sais pas toujours très bien qui, quoi est derrière cela. Mais je suis absolument d'accord que pour faire une analyse valable du discours militant, il faut aussi prendre en compte les groupes d'où il émane et puis les questions de positionnement dont j'ai pas parlé, hein, de positionnement par rapport à ce qui se dit dans d'autres groupes qui poursuivent la même cause mais différemment, de positionnement par rapport à ce qui se dit dans des groupes opposés, et puis de voir un petit peu quelle est l'origine, si on peut le voir, sociale ou politique de ces groupes. Ça, c'est absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, ben, j'espère que je vais y arriver un jour. Hmm. Merci beaucoup, Ruth. Jean-Claude Guérini, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, oui, oui. Alors, je voudrais remercier Ruth aussi là, pour le courage d'avoir abordé des exemples qui sont délicats, hein, qui sont difficiles à aborder. Et je voudrais simplement faire une remarque concernant la méthode, puisque la question qui se pose, c'est effectivement comment distinguer la position de l'analyste des acteurs. Hein, bon, on est toujours ramené à ça.
Et il me semble que un peu, la méthode qu'on peut adopter, c'est de dire qu'il y a deux niveaux de réflexion. Il y a le niveau des acteurs, hein, c'est-à-dire bon, les acteurs qui sont en interaction, et puis il y a la position de l'analyste par rapport à ces acteurs. Et qu'est-ce que cherche l'analyste? Il ne cherche pas à savoir qui a raison, il cherche à savoir quels sont les traits particuliers du discours militant. C'est ça son objectif, hein. Et Mhm. donc, la meilleure, enfin, à mon avis, hein, enfin, c'est la réflexion que je me suis faite en écoutant ce que tu disais tout à l'heure, il me semble que ça serait intéressant d'avoir justement des discours militants opposés, hein, des camps opposés, hein, pour essayer de voir ce qui est silencié de part et d'autre. C'est-à-dire que, par exemple, ce que tu disais à propos du texte du Hamas qui ne prononce même pas le terme d'Israël, il faudrait voir aussi euh, ce qui se passe du côté de ceux qui ne parlent que de Judée-Samarie, hein. C'est-à-dire que on sait très bien qu'il y a des discours militants à la droite et à l'extrême droite en Israël qui sont extrêmement consistants, euh, qui ont de la substance et qui sont totalement indifférents au sort des populations palestiniennes. Donc, il me semble que enfin, pas la première chose, mais une chose qui pourrait être faite, c'est justement de confronter, de voir comment, de part et d'autre, selon disons, dans le même espace polémique, hein, les traits du discours militant apparaissent. Il me Mhm. semble que ça serait plus intéressant de procéder de cette manière que de voir différentes situations où on a simplement le point de vue de l'analyste et le point de vue des acteurs. Voilà, c'est la remarque que je me suis faite parce que j'ai été confronté au même problème dans le travail que j'ai fait. Oui, et merci Jean-Claude. Mais en fait, bon, moi, je ne peux pas te donner une réponse substantielle puisque je n'ai pas fait ce travail, mais connaissant les discours militants de l'extrême droite israélienne dont tu parles, j'ai pas l'impression qu'ils fonctionnent très différemment du discours que j'ai analysé. Oui, mais je Maintenant, suis bien je peux d'accord, me tromper justement. puisque je ne l'ai pas fait, mais Mhm. si je cherche si je cherche, si tu veux, des traits définitoires, de comprendre un fonctionnement, etc., euh, ils disent peut-être le contraire l'un de l'autre, certes, mais néanmoins, le fonctionnement du discours militant activiste est le même. Oui, mais je veux dire, par rapport à la recherche que nous faisons, hein, c'est intéressant d'avoir cette distance de l'analyse justement par rapport au groupe en action, disons, hein, en concurrence. C'est-à-dire que ça permet pour soi-même d'avoir une distance par rapport au discours militant, et d'autre part, ça permet aussi de montrer qu'il peut, alors, en voyant les silences qui sont faits Ouais, de part et d'autre, c'est de ça. voir aussi là où des discours informés, des discours avérés sur le plan historique, comme tu y faisais allusion, permettent d'ouvrir justement le champ de part et d'autre. Voilà. Oui, oui, non, certainement, c'est une bonne suggestion de voir, de coupler un petit peu ou de prendre plusieurs discours opposés sur le même problème. Et Oui. d'un autre côté, par rapport au travail qui est fait, ça me paraît plus facile justement de faire sa diffusion parce on a le sentiment que l'analyste, effectivement, n'est pas impliqué dans un groupe. Même si par ailleurs, il a une action militante personnelle, etc. C'est pas ça le problème, hein. Mais je veux dire, en tant que chercheur, eh bien, il n'adopte pas une position ou une autre. Oui, oui, je comprends. Mm. Pour mon propre travail, je me suis aperçue, excusez-moi, tout ce que je vous donne, c'est vraiment des réflexions préliminaires. Mhm. Donc, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pris deux exemples que moi, personnellement, j'espère que je ne Mhm. l'ai pas laissé trop voir, que moi, personnellement, je considère comme négatifs, Mhm. et pourquoi je n'ai pas pris un discours militant auquel je participe. Mhm. Et là, il y a un autre problème, c'est que, en fait, quand c'est un discours militant dont vous participez, c'est aussi très difficile à analyser. Bien sûr, oui, bien sûr. Et en particulier en ce qui concerne le processus de silenciation, c'est-à-dire des éléments absents, hein,
que vous retrouvez d'autant plus difficilement que vous adhérez à la cause. Mhm. Donc, ça, c'est encore quelque chose. Je pense qu'on ne peut pas ne pas prendre ça en compte du tout et que, du coup, il faudrait faire un effort pour, bon, moi, je sais pas, le discours qui est le contraire de ce que je vous ai montré dans l'extrême droite israélienne, pour moi, c'est pas un problème de l'analyser, sauf que je n'ai pas envie. Et le fait, par contre, de prendre... Non, mais je veux dire, ça va comme ça. Et le Mhm. fait, par contre, de prendre des discours auxquels j'adhère, me font plus de problèmes pour détecter les éléments passés sous silence. Et Mhm. il faut pouvoir y arriver, Mhm. justement avec à l'aide de l'interdiscours, Voilà, c'est à ça, l'aide de c'est ça. cette confrontation que tu proposes. Mhm. Enfin, c'est un sujet glissant. Bien sûr. Tout à fait. Merci beaucoup, Ruth. Paola, Paisa. Alors, excusez-moi, j'ai un problème avec la vidéocaméra, donc vous ne me voyez pas. Je voulais à mon tour remercier Ruth, bien sûr, et moi aussi, j'admire le courage d'être entrée dans un domaine aussi délicat que ça. Et j'enchaîne sur ce que disait Jean-Claude à propos des processus de silenciation, parce que je trouve que c'est très délicat. Ce qu'on appelle l'argument du silence ou de manière plus pédante, argumentum ex silentium, ex silentio, a silenzio. Oups. Paola, on ne vous entend Oh pas. là, on ne t'entend plus. Oh, elle a Ruth, est-ce que vous disparu. avez eu suffisamment d'informations dans la question pour pouvoir répondre ou on attend que... Ben non, parce qu'en fait, Si, justement, si, voilà, Parole, elle si, travaille sur le silence. oui, oui, Donc, voilà. ça nous intéressait d'entendre ce qu'elle va dire. J'anticipe sur une question concernant le silence, justement. Elle est... Voilà. Mais je demande à Ruth si on peut dire que ce côté fallacieux, donc cette nature de sophisme, on peut l'appliquer aussi lorsque c'est l'analyste qui l'utilise comme elle l'a fait pour remarquer justement et tirer des conclusions sur les omissions. Parce que comme le disait Jean-Claude, les omissions, on les trouve de l'autre côté aussi et qu'il y a, comme le disait par contre Laura Calabrese, qu'il y a, si on peut dire, un certain extrémisme idéologique dont relève l'exemple de Action Palestine et qu'il y a toute une gradation, probablement, même si on ne considère que le camp des pro-palestiniens. Deuxième question, si tu me permets, j'ai une deuxième question qui est plus technique. Ruth nous a appris à nous tous la différence entre dimension et visée argumentative. Or, il est assez évident que le discours militant relève de la visée argumentative, mais on peut dire qu'il a aussi une dimension argumentative. Alors, je me demande à ce moment-là si l'un englobe l'autre, ou quel est le rapport, ou si là aussi on peut parler d'une gradation. Voilà. Merci, merci Ruth, merci beaucoup. Merci, merci Paola pour tes remarques. Euh, Tu te demandes s'il y a une gradation dans le projet de silenciation, c'est ça? Non, c'est pas exactement ça. Si c'est une procédure fallacieuse, Ah, même ah oui, oui, d'accord. même lorsque c'est l'analyste qui s'en empare et qui l'applique. Est-ce que c'est Comme une... l'argument du silence est un sophisme, c'est un argument fallacieux. Transposé comme dans la méthode de l'analyste, il y a le risque, c'est dangereux, c'est délicat, il y a le risque que ce soit également fallacieux. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend de...
la façon dont Parce on qu'on n'aurait travaille. jamais fini. On peut toujours parler d'omission et de non-dit. Exactement, exactement. Donc, c'était une des questions que je posais parce que quand on relève Ouais, des éléments dont on dit qu'ils je sont sais. silencieux, qu'ils sont passés sous silence, est-ce que vraiment il s'agit là justement d'une dimension argumentative ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose, enfin voilà, de quelque chose de délibéré qui est fait pour cacher, pour tromper? Et ça, c'est très très difficile. C'est pas une question à laquelle on peut vraiment répondre. Vous savez, nous ne savons Mm, pas. Hein, nous ne savons pas. mm, Tout ce que nous mm, savons, au niveau des intentions, moi, je ne sais pas. Hein. Je ne connais pas les intentions. Moi, je vois que le texte. Et dans le texte, je peux voir qu'il y a mm, quelque chose qui est construit de façon extrêmement, je veux dire, rigoureuse. Hein, façon, mm, voilà, de façon à arriver à une très grande univocité et mm, donc, du coup, est-ce que ces éléments cachés font partie d'arguments fallacieux? Mais écoutez, là, de nouveau, moi, si vous voulez, je ne travaille pas tellement en argumentation sur les arguments fallacieux. je Donc, sais. oui, je Je sais, considère c'est pour pas ça que c'est que... vraiment le but de mon travail, de décider de ce qui est fallacieux ou pas. Moi, je peux simplement montrer les éléments qui, selon moi, sont absents et dont Mm, l'absence est attestée par des traces dans le texte et par l'interdiscours. Et puis, mm, voilà, est-ce que c'est un argument mm, fallacieux pour autant? Est-ce que c'est un argument qui quoi? Un argument fallacieux, c'est un argument en fait qui n'est pas valide logiquement. Il y a une différence entre l'argument fallacieux et la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est l'intention de mm, tromper, alors que l'argument mm, fallacieux, c'est la construction d'un argument qui logiquement ne tient pas la route. mm. Alors, tout ça me semble assez difficile à décider, surtout dans le contexte du discours militant. Donc, il faudra probablement remettre ça sur le tapis aussi. Ce sera Alors, tu Mm, parlais de la dimension argumentative, mais évidemment, dans ces textes, il y a des choses qui sont affirmées très fortement et qui font partie d'une visée argumentative très claire. Hein. mm, Il faut mm. résister, etc. Des choses qui sont Oui, dites. oui, oui. Et puis, il y a toutes les... Par exemple, euh, le fait que le, le, le nom d'Israël ne soit pas prononcé, c'est une dimension argumentative. Ça fait Mm, partie de la dimension argumentative du texte. Alors, oui. on peut dire oui, c'est un argument fallacieux parce que voilà, ou on peut dire, comme je dis moi, ça fait partie de la dimension argumentative du texte, c'est-à-dire que quelque chose se tisse dans ce texte qui donne les choses à voir d'une certaine façon. Il n'y a pas l'État d'Israël n'existe pas, il y a juste un obscurantisme colonialisme, le peuple d'Israël en Mm, tant que tel n'existe pas, donc n'existe pas en tout cas en tant qu'Israélien. C'est une mm, dimension mm, argumentative. mm, mm. Oui, c'est que tu as choisi en effet un document un texte qui relève d'un extrémisme idéologique Ah, mais pas tellement, pas radical, tellement. oui, Ah, comme mais on pas le du tout, disait. Paola. Moi, Pas j'entends des tellement, non? discours tout le temps en France, des manifestations, des discours, je lis dans le journal, des discours qui sont tout aussi extrémistes. Ce n'est pas du tout une exception monstrueuse. Je suis désolée, je suis ça de Mm, très près, mm. je vous assure. D'accord. Je te remercie et bon courage. D'autant plus bon courage. Oui. Bon. Merci beaucoup. Marc, tu as la main levée. Marc Lati. Oui, alors j'ai beaucoup aimé cet effort de définition hein, de ces discours, disons, d'action et en même temps, bien sûr, de militantisme. Hein. J'ai été sensible à plusieurs dimensions qui m'interpellent. Alors, peut-être ce qu'on appelle en sociologie les économies de la grandeur, c'est-à-dire un discours militant, c'est un discours qui se rattache à des valeurs, à des grandeurs et qui
comment dire, abrite une action donnée à un moment donné dans un corpus idéologique beaucoup plus large, avec des valeurs peut-être euh, qui sont génériques et qui donnent une justification à l'action du moment. Hein, ça, vous l'avez bien expliqué. Et puis, j'ai été intéressé par la question du discours bloc, des textes fermés. Le discours militant est d'une certaine manière resserré, fermé, éliminant comment dire, l'interdiscours idéologique pour ne peut-être même pas y renvoyer ou simplement le tenir comme un acquis qu'il n'est pas besoin de défaire, de déployer, de ramener au premier plan. Et donc, ça interdit finalement tout débat, d'une certaine manière. Je me suis dit, ça empêche l'argumentation et le débat. Alors, tout ça m'amène à vous demander, sur le plan méthodologique, est-ce qu'il n'y a pas des consistances, enfin, de ces discours militants, des formes où ils sont très épurés, comme vous l'avez montré là, dans l'exemple, enfin, dans les deux exemples que vous avez montrés, où l'action, le contexte d'action est tel, pour introduire des dimensions sociologiques, le contexte est tel que on n'a pas le temps de rappeler dans euh, dans le moment parce que on est en position de protestation, enfin voilà dans la rue, De revendication. voilà, de revendications évidentes et où l'objet est d'agir et d'avancer dans le sens de l'action. Mais est-ce que ça interdit vraiment tout débat? Est-ce que ce caractère fermé, ce caractère de discours bloc fait que ben, ces gens ne peuvent pas échanger autrement enfin, qu'en s'injuriant ou qu'en remettant au premier plan des valeurs sur lesquelles il y aurait tellement de travail pour les réexpliquer ou pour les reproblématiser ou pour en donner, avoir l'épaisseur idéologique, que c'est pas possible et donc les gens s'écharpent. Donc, ma question c'est celle-ci, est-ce qu'en saisissant des textes enfin des moments de discours très fermés, euh, vous n'êtes pas sur un des aspects de ces discours militants, mais il n'y aurait pas d'autres moments où le militantisme s'exprime d'une manière peut-être plus argumentée, hein, permettant peut-être un minimum de déplacement. Vous voyez, c'est ça ma question. C'est est-ce que vous ne saisissez pas un archétype, mais ces discours militants auraient peut-être d'autres fonctionnements plus labiles, où le corpus idéologique est davantage réexploré, et ce qui permettrait quand même euh, qui- euh, que tout en étant militant, on puisse à un moment débattre avec d'autres qui n'ont pas les mêmes positions que soi. Vous voyez, euh, je dirais presque que ça fait peur, un discours militant comme celui que vous présentez, parce il n'offre aucune possibilité de déplacement, de point de vue, hein, pour reprendre la définition que vous empruntiez à Rabatel là-dessus. Voilà, c'était un peu ça ma réaction en pensant à la construction de l'objet que vous êtes en train d'opérer là. Écoutez, effectivement, ça crée des coupures, des antagonismes, des oppositions violentes. C'est ce qu'on voit autour de nous, hein. C'est ce que nous voyons autour de nous. Je pense que si il y a des gens qui peuvent faire partie, qui peuvent être des militants ou faire partie d'un groupe de militants et qui, s'ils prennent une tasse de café avec vous, seront quand même capables de discuter. Mais quand ils vont discuter avec vous, ça ne sera plus du discours militant. Je veux dire, il faut différencier entre la capacité de personnes qui militent à négocier parfois ou à discuter et entre la nature même du discours militant. Et le discours militant, il est pas fait pour ça. Maintenant, en même temps, il peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça c'était étudié,
il y a une échelle, hein, une sorte d'échelle qui fait Oui. qu'il peut être plus ou moins absolutiste, plus ou moins violent, plus ou moins extrémiste. C'est pour ça que je ne voulais pas différencier entre militants et activistes, dire ah, l'un est bon et l'autre n'est pas. Non, ça s'échelonne comme ça entre des extrêmes. Ça, c'est une première chose. Euh, bon, à partir de là, il faut quand même, si vous voulez voir que ce discours militant, même s'il est fermé sur lui-même, et même s'il vous fait peur quand je vous montre ces exemples-là, qu'il a quand même sur la place publique, qu'il a des fonctions. C'est ce que j'ai essayé de dire aussi, bien que j'ai pris deux exemples dont je ne raffole pas moi-même, je vous l'ai dit, mais en fait, c'est un mode d'intervention sur la place publique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand ce mode d'intervention devient tellement étendu que finalement, il en quelque sorte repousse ou empêche les modalités de discussion qui étaient celles de notre démocratie délibérative. C'est là que je commence à m'inquiéter, mais je ne pense pas qu'en soi, le discours militant qui vise à l'action et à l'intervention, qu'il soit en soi non démocratique, au contraire il l'est, et qu'il soit en soi négatif. Il n'est pas nécessairement négatif. Il faut qu'il y ait dans les contre-pouvoirs une possibilité qui est donnée aux citoyens, hein, qui est donnée aux citoyens de protester, de revendiquer, d'intervenir dans des situations dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont souvent difficiles. Donc, je fais ressortir un petit peu le côté positif, mais de vous dire que le discours militant encourage la discussion et les interrogations, non, Mhm. il n'est pas fait pour ça. Ouais. Merci beaucoup. Jean-Claude Guérini, une dernière remarque, Oui, question. je voudrais poser une question là qui reprend un peu ce que vous avez dit. C'est la question de, disons, d'être militant pour la démocratie. C'est-à-dire que je pense que dans la période actuelle, de la montée justement des sociétés autoritaires, etc., on va être amené justement à être militant de la démocratie. Tout à Ça fait. signifie par conséquent qu'il ne suffit pas simplement de dire qu'on est pour la démocratie, il s'agit de le montrer, hein. Et ça pose le problème justement des organisations militantes elles-mêmes et de leur fonctionnement. C'est-à-dire, est-ce que ça serait relativement intéressant, à mon avis, de voir justement dans les mouvements, dans les mouvements un peu alternatifs qui existent actuellement ici ou là, comment ce paradoxe peut être affronté, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut être militant tout en étant démocrate. C'est apparu à certains moments d'ailleurs dans les manifestations des places, hein, où il y avait une espèce de réflexion embryonnaire sur la manière de réguler la circulation de la parole, des choses comme ça. Et je crois que ça serait intéressant parce que ça permet justement de voir qu'il n'y a pas effectivement une opposition radicale entre les deux termes, mais qu'il y a la nécessité pour les militants de savoir argumenter et de savoir comment permettre l'argumentation des autres. Je Oui, ne sais pas si je me suis absolument. fait comprendre, mais... Tout à fait, tout à fait. Mais moi, je n'ai jamais dit que la parole militante n'était pas une parole démocratique. Elle est par essence euh, Mhm. une parole démocratique. Elle est pas possible en dehors des Et enfin, démocraties. De toute façon, vous imaginez. mais la parole militante, elle peut être quand même très autocratique ou même très autoritaire, hein. Je veux dire, Elle peut être autoritaire, mais elle est néanmoins autorisée par les possibilités d'intervention qu'offre la démocratie. voilà, oui, d'accord. Oui. Donc, il faut quand même pas oublier ça. Je pense Mhm. que c'est une Mhm. modalité argumentative de la parole démocratique. Mhm. Alors, comment ça peut se concilier avec la discussion, avec la délibération? Ce sont des grandes questions ouvertes qu'il faudrait peut-être étudier en soi, mais c'est un sujet très intéressant, mais c'est un sujet qui dépasse les limites de ce que je suis en train, enfin, de ce que je vais Mhm. essayer de faire, Mhm. c'est-à-dire posant le discours militant comme tel, essaye de voir finalement comment ce discours peut
se marier ou être mise en relation avec d'autres modalités euh, je sais pas, d'intervention ou de collaboration. Voilà, en fait, c'est bien ce que vous dites, c'est un sujet en soi. On pourra le faire ensemble après. Est-ce que vous me permettez de vous retenir encore une minute? Moi, j'avais une main levée à un moment donné, mais comme beaucoup de questions allaient être posées, Oui. j'ai laissé la main. Je pense que ce que j'allais dire est très relié à ce que vous avez dit, Jean-Claude Guérini, dans votre dernière intervention. Les militants de la démocratie, en fin de compte, on va assister peut-être à cette nouvelle vague. Et les militants du climat, qui sont des scientifiques, mais ce n'est pas un discours scientifique, c'est un discours militant des scientifiques. Donc, un tout petit peu différent, je pense, de ce que tu as dit tout à l'heure, Johannes. C'est tout à fait intéressant. Et il y a une question qui m'interpelle moi, mais vous tous, je suis convaincue depuis quelque temps, c'est celle, vous l'avez citée telle quelle, Ruth, être du bon côté de l'histoire. Peut-être que la limite du bon côté de l'histoire est légèrement déplacée que par rapport il y a quelques années ou voire quelques mois. Et ce bon côté de l'histoire aussi, parfois, peut être soit une argumentation, soit une justification, soit une légitimation des mouvements militants à analyser en soi. Donc, oui, c'est un sujet tellement valeureux à développer en ce moment. Merci beaucoup, Ruth. Oui. Merci pour cette remarque, Luciane. Et merci pour l'invitation. J'espère que je pourrai voir l'enregistrement sur YouTube parce que je voudrais réfléchir à tout ce que vous m'avez proposé. Tout à fait. Alors, Johannes, vous a mis dans le chat le lien pour vous inscrire. Vous êtes tous les bienvenus de vous inscrire à notre réseau DiscourseNet et au séminaire en français. On l'appelle le séminaire de Paris, mais en réalité, nous sommes autour du monde et c'est tant mieux. Johannes, est-ce que tu souhaites ajouter le mot de la fin ou est-ce que nous remercions avec Marc Glady, avec Christine Barat et avec Johannes Angermüller qui sont les co-organisateurs de ce séminaire avec moi. Merci beaucoup à tous. À très vite. Vous allez recevoir l'information du prochain séminaire qui aura lieu au mois de mai par mail, comme d'habitude. Et si vous souhaitez, vous pouvez nous contacter aussi par mail, par la plateforme DiscourseNet. Merci à tous. Merci, Luciane. Merci.